Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 août 2026. Et avant de poursuivre cette émission, permettez-moi de vous rappeler de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. Aujourd'hui, des rumeurs circulent sur des tentatives désespérées de gouvernements occidentaux pour essayer d'engager une forme de dialogue avec les Russes, pour tenter d'obtenir des Russes qu'ils acceptent des cessez-le-feu, qu'ils modifient le rythme de leur avancée. Or, les Russes ne montrent en substance absolument aucun intérêt et rejettent toutes ces demandes. Leur avancée continue inexorablement, usant les Ukrainiens. Tout indique que, dans les semaines et les mois à venir, les événements sur la ligne de front vont s'accélérer une fois que les dernières villes forteresses du Donbass seront toutes tombées, comme cela est désormais certain. Commençons donc par quelqu'un que certains connaissent peut-être moins. Il est occidental, mais on pourrait tout aussi bien le classer comme faisant partie de l'Occident collectif. En tout cas, c'est ainsi qu'il aimerait que nous le considérions. Il s'agit bien sûr du président ukrainien Zelensky. Il a accordé toute une série d'interviews et fait des commentaires très étranges. Mais tous trahissent, selon moi, de plus en plus, un sentiment de désespoir qui commence manifestement à s'emparer de Kiev. Tout d'abord, il nous a dit que par l'intermédiaire d'un tiers, et pour être clair, il s'agit évidemment de la Turquie, l'Ukraine avait proposé aux Russes un moratoire ou un cessez-le-feu concernant les attaques contre les navires commerciaux en mer Noire. Comme nous le savons, il y a quelques semaines, les Ukrainiens ont commencé à attaquer des navires russes transportant des céréales en mer d'Azov, ainsi que d'autres navires commerciaux en mer Noire. Ils ont mené des attaques contre le terminal pétrolier de la mer Caspienne, dans le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire. Ils ont aussi mené diverses attaques contre des navires qui tentaient d'acheminer des marchandises vers la Crimée. Et ce qui a suivi, c'est une réaction russe massive, un blocus des ports ukrainiens de la mer Noire. La dévastation de ces ports par des attaques combinées de missiles et de drones russes. Une campagne d'attaque russe contre des navires commerciaux cherchant à atteindre Odessa et à y charger des cargaisons. Il s'agit principalement de céréales et de produits métallurgiques, les principales exportations de l'Ukraine. Mais aussi, soit dit en passant, de marchandises destinées à l'Ukraine, surtout, j'imagine, du matériel militaire. Et bien sûr, ces attaques ont désormais été complétées par d'autres attaques du type de celles dont j'ai parlé dans mon émission hier. Des attaques contre les routes et les liaisons de transport reliant Odessa et peut-être toute l'Ukraine à l'ouest. Des attaques contre le réseau ferroviaire, contre les stations-service, contre les barges et les ports fluviaux, le long du réseau de rivières et de canaux dans l'ouest de l'Ukraine. Bref, les Russes mènent une politique systématique de blocus et de siège de l'Ukraine par sa côte sur la mer Noire et d'isolement d'Odessa elle-même. Et comme je l'ai souligné, cela a eu des conséquences désastreuses pour l'économie ukrainienne. Les dernières informations venues d'Ukraine indiquent que le pays est empêché d'exporter les 3/4 de ses exportations de céréales. Autrement dit, les exportations de produits agricoles, qui constituent de très loin la principale source d'exportation de l'Ukraine, se sont pratiquement effondrées. Et comme je l'ai évoqué dans des émissions précédentes, les signes d'une crise aiguë au sein de l'Ukraine dans son système agricole se multiplient. Il n'y aurait apparemment plus d'espace de stockage pour entreposer les céréales qui ne peuvent plus être exportées. La récolte elle-même est de plus en plus perturbée par le manque de carburant diesel.
Les agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leurs récoltes sur les marchés d'exportation sont désormais soumis à une très forte pression financière. On craint qu'ils soient contraints de fermer leurs exploitations. L'industrie métallurgique, celle du fer et de l'acier, ainsi que les autres industries liées aux minerais en Ukraine, par l'intermédiaire de son organisation représentative, évoquent elles aussi une crise énorme. Et les Ukrainiens, Zelensky nous le dit, compte tenu de tout cela, ont maintenant communiqué aux Russes, par l'intermédiaire de cette tierce partie, qui, comme nous le savons, est la Turquie, cette proposition: cesser les attaques contre les navires civils et commerciaux en mer Noire. Et bien sûr, ce sont les Ukrainiens qui ont lancé toutes ces attaques. Ces attaques se sont retournées contre eux de façon terrible. Il n'est donc peut-être pas surprenant qu'ils cherchent maintenant à formuler ces demandes en suppliant les Russes de cesser d'attaquer leurs navires ou de fermer leurs ports. Eh bien, nous savions que cela allait arriver, car il y a quelques jours, le ministre turc des Affaires étrangères, Fidan, et comme je l'ai expliqué dans de nombreuses émissions, la Turquie, dans ce conflit, malgré ses efforts pour maintenir de bonnes relations avec la Russie, penche assez ouvertement du côté de l'Ukraine. Enfin, la Turquie elle-même a déclaré qu'elle proposerait ce moratoire, comme elle l'appelle, en mer Noire, sur les attaques contre les cargaisons commerciales. Et bon, c'est évidemment cette proposition que Zelensky a reprise et qu'il défend désormais comme la sienne. Zelensky nous en a parlé hier. Il se plaignait déjà de l'absence de réponse des Russes à cette proposition. Mais la réponse est arrivée ce matin de la part du ministère russe des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère s'est exprimé avec mépris sur le fait que les Ukrainiens avaient lancé toute cette affaire en attaquant des navires en mer Noire. Il a déclaré que les Russes ne voyaient absolument aucune raison d'arrêter leurs propres attaques, puisque cela ne ferait que donner aux Ukrainiens l'espace et le temps de se réorganiser, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la Russie. Cela a ensuite été suivi de propos du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, dans une interview qu'il a accordée tôt ce matin à la télévision russe. Il dit ceci: « Nous adopterons des méthodes bien plus dures pour détruire tout ce qui permet à l'Occident d'alimenter la machine de guerre de Kiev. Nous le faisons déjà, et ils se plaignent déjà. Ce n'est pas un hasard si les voix se sont multipliées dans notre espace commun. Remarquez la manière prudente dont Lavrov parle de la Turquie. La Turquie est bien sûr voisine de la Russie, dans le sens où les deux pays sont des États riverains de la mer Noire. C'est donc cela qu'il entend par notre espace commun. De plus en plus de voix dans notre espace commun appellent à une cessation immédiate des hostilités. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Il faut un règlement durable, fiable et viable pour que cela s'arrête. Si nous nous arrêtions soudainement sur la ligne de combat, ce serait de fait trahir les exploits de nos ancêtres qui ont vaincu les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette option n'est pas sur la table. Nous parlons de quelque chose qui va au-delà du fait de garantir que les gens puissent vivre confortablement aujourd'hui. Des gens souffrent et des gens meurent dans ces attaques terroristes. C'est une question de responsabilité envers la longue histoire de notre État russe. Et par ailleurs, soit dit en passant, il a tenu des propos franchement désobligeants à l'égard de la Turquie. Il a expliqué que les Turcs avaient montré peu d'intérêt à critiquer les actions des Ukrainiens. Il a déclaré ceci: « La Turquie aspire à être à la fois membre de l'OTAN, avec la plus grande armée de l'Alliance, et à entretenir des relations avec l'Union européenne, tout en sachant qu'elle ne sera jamais admise dans l'Union européenne.
Elle veut aussi de bonnes relations avec nous, compte tenu de nos nombreux projets économiques communs et de notre histoire partagée. Et la Turquie s'attache, de manière générale, à préserver la stabilité de la mer Noire. Nos collègues turcs proposent une nouvelle fois de parvenir à une forme d'accord afin que la navigation maritime ne soit pas soumise à des attaques. Toutefois, ce n'est pas nous qui avons initié ces attaques. It was not us, however, who initiated these attacks. Ukrainian drone attacks hit a Turkish Des attaques de drones ukrainiens frappent un vraquier turc, un pétrolier ou un navire civil. Ces mêmes drones attaquent aussi, à plusieurs reprises, les infrastructures du consortium du pipeline de la mer Caspienne, visant directement des entreprises américaines comme Chevron et ExxonMobil. Pourtant, ni la Turquie ni les États-Unis ne déclarent publiquement que de telles actions des Ukrainiens sont inacceptables. Lorsque nous avons demandé si cela signifiait qu'ils y acquiesçaient, ils ont répondu que non, affirmant avoir envoyé un signal aux Ukrainiens. Concernant le consortium du pipeline de la mer Caspienne, le vice-président américain Vance a transmis une forme de message à Zelensky. Nos homologues turcs nous disent eux aussi avoir demandé aux Ukrainiens de ne pas le prendre pour cible. Pourtant, dans le domaine public, les Américains et les Turcs ne disent rien. C'est très révélateur, notamment en réponse à ces avertissements. Zelensky et son régime ne s'engagent pas à arrêter les frappes. Ils s'engagent seulement à cesser les frappes contre des navires non affiliés à la Fédération de Russie. De toute évidence, certaines personnes jugent cette explication acceptable. Quoi qu'il en soit, Lavrov n'est clairement ni impressionné ni ému par les Turcs. Et les Russes ne sont pas d'humeur, ni n'ont l'intention d'accepter un cessez-le-feu en mer Noire, la réouverture des ports ukrainiens de la mer Noire, ou un cessez-le-feu où que ce soit ailleurs. Or, selon certains rapports, ce ne sont pas les seuls efforts diplomatiques entrepris par certaines personnes en Europe et en Occident. Selon certaines informations, ce sont surtout des gouvernements européens qui ont contacté le président brésilien Lula. Ils essaient de le convaincre de tenter de persuader les Russes d'accepter une forme de cessez-le-feu. Ce n'est peut-être pas totalement surprenant, car le président Lula avait effectivement essayé, en 2024, d'obtenir des Russes qu'ils acceptent un cessez-le-feu. Et il a à plusieurs reprises reparlé de cette idée. Je dirais aussi, et c'est mon avis personnel, que Lula est quelqu'un d'assez vaniteux. Des élections difficiles approchent au Brésil, et probablement pour toutes ces raisons, il ne serait pas opposé à l'idée d'agir comme médiateur dans ce conflit. Il pense peut-être que cela l'aiderait auprès des électeurs brésiliens et que cela pourrait renforcer son image dans le reste du monde. Et oui, je peux l'imaginer réceptif à ces demandes européennes. En revanche, les Russes ne le seront pas. De mémoire, je crois que le président Lula a bien appelé le président Poutine et s'est entretenu avec lui. Il y a environ une semaine ou 10 jours, les Russes ont publié, si je me souviens bien, un compte-rendu très bref. Quoique les deux hommes aient évoqué, si l'Ukraine a été abordée, et si Lula a insisté auprès de Poutine pour qu'il accepte un cessez-le-feu, il a été éconduit. Car comme on le voit, depuis cet appel, les combats et les attaques russes se poursuivent. Pourtant, les Européens semblent toujours penser que Lula pourrait être la personne capable de persuader les Russes de changer de position. Pourquoi ils le pensent? Je n'en ai absolument aucune idée. Lula n'a aucun levier sur les Russes. Et pour mémoire, et c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais en Russie en juin, les Russes, dans leur ensemble, sont franchement frustrés et déçus par lui. Ils sont aussi déçus et frustrés par la manière dont le Brésil a géré sa présidence des BRICS l'an dernier. Donc je ne pense pas qu'une proposition adressée à Poutine par Lula soit très bien accueillie. Et puis, bien sûr, il y a le duo Witkoff-Kushner.
Lavrov a parlé d'eux dans cette même interview, qu'il a accordée aux médias russes tôt ce matin. Et là encore, il est peut-être intéressant d'examiner ce qui a été dit sur Witkoff et Kushner au cours de cette interview. And Kushner over the course of this interview. So the Russian journalist who was interviewing Kushner. Le journaliste russe qui interviewait Lavrov a donc dit, à propos de Witkoff et Kushner, qui semble-t-il ne parviennent toujours pas à venir ici. Vous échangez personnellement avec eux deux. Selon vous, en tant que diplomate expérimenté, l'un ou l'autre peut-il exercer une influence sur Trump? Et Lavrov a répondu, « Je pars du principe que si une telle confiance leur est effectivement accordée, alors ils ont de l'influence sur le président des États-Unis. Il leur fait confiance. Nous ne refusons pas de dialoguer avec eux. S'ils choisissent de venir, ils savent parfaitement que le président Poutine est prêt à les recevoir de nouveau. La question décisive, c'est ce qu'ils apportent sur la table. Lorsque Witkoff nous a rendu visite il y a un peu plus d'un an, il a transmis des propositions du président Trump. Le président Poutine les a examinées. Et à son arrivée en Alaska, il a déclaré « Donald, vous nous avez envoyé des propositions. J'y ai réfléchi. Certains points nécessitent un compromis, mais vos propositions, telles que vous les avez formulées, je les accepte. » Puis il y a eu une pause. Les États-Unis ont ensuite imposé des sanctions contre Lukoil et Rosneft. Dans le même temps, l'Union européenne et l'OTAN, rejointes par Zelensky, se sont précipités à Washington, s'accrochant au président Trump, avec pour objectif principal de le dissuader de prendre toute nouvelle initiative. Le secrétaire Rubio, en répondant aux questions des journalistes sur Anchorage, a déclaré qu'il ne serait probablement pas en mesure de jouer les médiateurs parce que les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Et Trump, quoi qu'il en soit, Trump est, semble-t-il jusqu'à présent, incapable de parvenir à un règlement à la table des négociations et de forger un compromis. Autrement dit, ils soutiennent l'Ukraine et lui fournissent des armes ainsi que des renseignements. L'intervieweur lui a alors demandé si les Russes avaient soulevé des questions au sujet de la fourniture d'armes et de renseignements par les États-Unis à l'Ukraine. Et Lavrov a répondu « Nous avons adressé des questions au département d'État. Nous leur avons demandé de commenter les renseignements fournis et le fait que les États-Unis sont bien plus profondément impliqués dans l'organisation et l'exécution de frappes loin à l'intérieur de notre territoire, contre des cibles civiles. Nous n'avons pas encore reçu de réponse de leur part et nous l'attendons toujours. Donc, il ne me semble pas que Witkoff et Kushner puissent s'attendre à un accueil très chaleureux lorsqu'ils arriveront à Moscou. Il y a donc toutes sortes de manœuvres en cours. Il y a eu cette étrange réunion à Vienne où des diplomates britanniques et français à la retraite ont rencontré un ancien responsable du Kremlin. Il y a eu d'autres prises de contact. J'ai évoqué dans l'émission d'hier le fait que les Britanniques sont désormais très alarmés parce que les Russes menacent maintenant de saisir des navires de guerre britanniques. Des navires commerciaux britanniques partout dans le monde. Il y a un article à ce sujet aujourd'hui dans le Daily Telegraph. There's an article about this today in the Daily Telegraph. The British are now very alarmed about. Les Britanniques sont aujourd'hui très alarmés, car les Russes disent désormais qu'ils sont prêts à saisir des navires commerciaux britanniques, en représailles à toute saisie par les Britanniques de navires commerciaux faisant du commerce avec la Russie. Quoi qu'il en soit, le Daily Telegraph a publié un article à ce sujet. Il admet que si les Russes commencent à saisir des navires, la Grande-Bretagne ne pourra absolument rien y faire. La Grande-Bretagne avertit qu'elle manque de puissance de feu pour défendre la navigation contre la Russie. Les planificateurs militaires tirent la sonnette d'alarme après que Poutine a ordonné à ses forces d'inspecter et de retenir des navires européens. L'article poursuit ensuite. La Grande-Bretagne ne dispose pas de la puissance de feu nécessaire
pour empêcher la Russie de saisir ses cargos, ont déclaré des sources de la défense au Telegraph. Britain's cargo ships, defense sources told the Telegraph. Military planners say they were most concerned. Les planificateurs militaires ont déclaré être particulièrement préoccupés. Les mots « particulièrement préoccupés » sont entre guillemets, par des détournements russes dans l'Indo-Pacifique, en raison du manque de présence dans la région. Mercredi, Vladimir Poutine a ordonné aux forces russes d'inspecter et de détenir des navires européens en représailles à la répression contre sa flotte fantôme de pétroliers qui contourne les sanctions. L'amiral Lord West, ancien chef de la marine, a dit craindre que les navires britanniques soient sans défense. Notre marine a été réduite et encore réduite, et nous n'avons pas assez de navires pour remplir notre rôle, qui est de veiller sur la navigation mondiale. C'est extraordinaire que des gouvernements successifs nous aient laissé réduire notre marine à ce point. Les patrouilleurs sont là pour marquer une présence. Mais il y a 30 ans, 4 ou 5 navires croisaient dans cette zone, pas seulement 2. Et la marine ne déploie que 2 patrouilleurs dans l'Indo-Pacifique, chargés de protéger les navires britanniques dans la région. D'ailleurs, j'ai soulevé ce point dans plusieurs vidéos. En fait, dans la réalité, aucune marine européenne n'est capable de maintenir une présence active, surtout pas dans l'Indo-Pacifique. Et, pour le dire franchement, je pense qu'elles auraient du mal à répondre face à la marine russe, bien plus puissante en mer du Nord, ou même en mer Baltique. Sans surprise, des informations, également publiées par le Daily Telegraph, indiquent que l'armée britannique essaie désormais de tendre la main aux Russes, de les contacter pour connaître leurs intentions. Sauf que, là encore, l'armée britannique se voit claquer la porte au nez. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles l'armée britannique pourrait être soucieuse d'établir une forme de dialogue avec les Russes. Ce n'est pas seulement le fait que la marine russe surclasse largement la marine britannique et les autres marines européennes, ce qui rend réelle la menace russe de saisir des navires commerciaux européens. Il y a aujourd'hui un autre article dans les médias britanniques, cette fois dans le Guardian, écrit par un autre journaliste ou auteur étroitement lié à l'armée britannique, le docteur Jack Watling, du Royal United Services Institute britannique. Et il évoque la situation critique de la défense aérienne, notamment des missiles Patriot. Il dit que cette année, les stocks de missiles Patriot se sont épuisés et que Kiev en a subi les conséquences. Le taux d'interception est passé de plus de 70%, un chiffre d'ailleurs entièrement inventé par les Ukrainiens, à 0. Résultat, nuit après nuit, la Russie frappe les infrastructures ukrainiennes en toute impunité. Cette tragédie était annoncée depuis longtemps et il n'existe pas de solution rapide. Puis il explique comment l'Ukraine a développé toutes sortes de drones bon marché, produits en masse, pour les lancer contre les Russes. Mais il ajoute ensuite que l'essentiel des dégâts sérieux causés par les frappes russes à longue portée provient de missiles de croisière et de missiles balistiques, et que la campagne ukrainienne a souffert de leur absence. Intercepter des missiles balistiques n'est ni simple ni bon marché. Ensuite, il parle de la nécessité de systèmes de défense aérienne très sophistiqués. Il évoque la pénurie critique de ces systèmes en Occident. Il parle aussi du manque de missiles, d'intercepteurs pour la défense aérienne. Il dit qu'à l'heure actuelle, les stocks comprennent environ 200 intercepteurs Intersect II plus anciens, qui, soit dit en passant, sont largement reconnus comme inefficaces pour abattre des missiles balistiques, et environ 600 PAC-3. C'est moins que ce que je pensais. Et il affirme qu'en comparaison, la Russie produit environ 700 missiles Iskander par an et cherche à augmenter sa production. La Russie utilise aussi des missiles balistiques Kinjal lancés depuis les airs,
ainsi que des missiles de défense aérienne reconvertis pour mener des frappes. Pour le Kinjal, c'est vrai. Les missiles de défense aérienne, c'est un autre mythe. The air defense missiles is another myth, but again, never mind. And Mais encore une fois, peu importe. Et le docteur Watling explique que cela s'ajoute à l'énorme arsenal russe de missiles de croisière et de drones. Pour avoir une forte probabilité de succès, il est généralement recommandé de tirer 2 ou 3 intercepteurs contre un seul missile balistique. Si l'on tient également compte du fait que les lanceurs eux-mêmes ne peuvent protéger qu'une zone relativement limitée et que l'Ukraine est un pays immense, il devient alors évident que Kiev aurait idéalement besoin de 3 à 4 fois la capacité annuelle de production mondiale de missiles Patriot pour se protéger. Les pays qui soutiennent l'Ukraine ont donc dû donner leur propre stock à Kiev. Même avant la décision des États-Unis d'attaquer l'Iran, les alliés occidentaux étaient réticents à épuiser leurs propres réserves en fournissant des missiles Patriot à l'Ukraine, sachant qu'il leur faudrait longtemps pour reconstituer leur stock. L'attaque américaine contre l'Iran a créé une pénurie mondiale aiguë, alors que la Russie tire habituellement moins de 10 missiles balistiques lors d'une seule attaque. Ce n'est pas vrai non plus d'ailleurs. Il y a eu des frappes russes impliquant 25 missiles ou davantage, parfois bien plus encore. Pendant la guerre actuelle et celle de l'an dernier, l'Iran en a lancé plus de 170 par jour. Une partie des missiles iraniens était également sophistiquée. Il a fallu 17 missiles intercepteurs Patriot pour neutraliser un seul missile. Et l'Iran a davantage de missiles en réserve. Remarquez comme il passe de l'affirmation selon laquelle il faut 2 ou 3 missiles intercepteurs Patriot pour abattre un missile, au fait que les preuves réelles venues du Moyen-Orient montrent qu'il en faut 17. Je dis ça, comme ça. Mais bon, peu importe. Et puis il poursuit en disant, le fait est que l'Ukraine ne recevra pas suffisamment de systèmes patriotes d'ici l'hiver pour protéger ses infrastructures nationales critiques, même si certains pays font le geste politique d'en prélever quelques-uns de leur stock. À ce stade, Kiev doit se préparer à un hiver où l'électricité sera gravement perturbée et disperser puis renforcer les systèmes essentiels à la survie, comme l'approvisionnement en eau, l'assainissement, l'électricité et le chauffage. Kiev essaie aussi de convaincre les États-Unis d'activer les modules de navigation par satellite Starlink au-dessus du territoire russe, afin de permettre à ces drones de traquer les lanceurs de missiles russes. Mais, comme les États-Unis l'ont récemment constaté en Iran, mener ce type de mission sur une vaste zone est extrêmement difficile. Un autre axe d'effort, à Kiev, consistait à attaquer la production de missiles balistiques russes. Ces usines sont toutefois bien défendues. Il évoque ensuite la possibilité de fournir à l'Ukraine davantage de capacités industrielles et peut-être des missiles Taurus allemands. Mais selon lui, la véritable leçon est que les membres de l'OTAN ont lamentablement échoué dans leur planification de défense. Les chiffres de cette équation étaient connus avant même 2022. Pourtant, les investissements nécessaires pour accroître la production de Patriot ou développer des systèmes alternatifs, comme le SAMP-T franco-italien, n'ont pas été réalisés. Un tel niveau de complaisance est dévastateur pour l'Ukraine aujourd'hui. Mais il fait aussi courir à l'Europe le risque de se retrouver sans défense à l'avenir. Eh bien voilà. Les marines occidentales, les marines européennes, n'ont pas les navires nécessaires pour défendre, pour protéger leurs bâtiments commerciaux. Et l'Occident, les Européens, n'ont pas les missiles de défense aérienne nécessaires pour les protéger des missiles balistiques et de croisières russes. Le Dr Watling parle d'un échec de la planification de la défense. Le vrai problème n'est pas, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, la planification de la défense.
c'est la capacité industrielle. Vous pouvez avoir les plans les plus merveilleux qui soient. Vous pouvez prévoir de fabriquer 100, 1000, 10 000 missiles patriotes par an. Mais si vous n'avez pas la base industrielle pour le faire, alors vous ne pouvez pas le faire. C'est aussi simple que cela. S'il vous faut 3 de ces missiles pour abattre un seul missile ennemi, vous allez avoir des problèmes. Et si le vrai nombre de missiles nécessaires pour abattre un seul missile ennemi est de 17, alors vous avez un problème encore plus grave. Ce qui est frustrant en lisant aujourd'hui le Dr Watling dans The Guardian, c'est qu'il écrit depuis la position éminente de chercheur au Royal United Service Institute. Et pour le dire très clairement, je pense que le Dr Watling est un homme extrêmement intelligent. Je lis très attentivement tout ce qu'il dit. Je me suis souvent retrouvé d'accord avec lui, et parfois, j'ai même appris de lui. Mais, d'une certaine manière, c'est profondément frustrant de lire aujourd'hui dans The Guardian un article du Dr Watling qui répète des choses dites sur cette chaîne, par Alex Christoforou et moi sur The Duran, et par toutes sortes d'autres personnes. Douglas McGregor, Alex Vershinin, Daniel Davis et bien d'autres encore. De lire toutes ces choses maintenant. Nous sommes enfin arrivés à un stade de cette guerre où il n'est plus possible de nier l'évidence. Les Russes sont organisés pour faire la guerre à l'échelle industrielle, et nous ne le sommes pas. Et dans le meilleur des cas, il nous faudra des décennies de travail acharné, ainsi qu'une réorganisation complète de nos systèmes sociaux et de nos économies, avant de pouvoir égaler ce que les Russes font eux-mêmes. Et là, j'en viens à une autre information, qui vient tout juste de Russie même, sur l'état de l'économie. Après toutes les attaques contre les raffineries, après toutes les attaques contre les navires céréaliers dans la mer d'Azov, après toutes les frappes sur Yelabuga et tout le reste, nous venons de recevoir des données russes sur ce qui s'est passé au deuxième trimestre de cette année dans l'économie russe. Le PIB a progressé de 1,3%. Et le ministère russe de l'économie, en publiant ce chiffre, nous dit que jusqu'à présent, au cours de ce trimestre, le troisième trimestre, les données indiquent que la croissance économique s'accélère. En particulier, la croissance dans le secteur manufacturier et l'industrie s'accélère. La Russie devient plus grande et plus riche, pas plus pauvre et plus petite, à mesure que la guerre se poursuit. Alors même que nous, en Occident, du moins en Europe, nous devenons au contraire plus pauvres et plus petits. C'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons actuellement, dans cette guerre. Or, j'ai dit qu'on commençait à voir les gens comprendre. Toutes sortes de personnes, au cœur même des gouvernements européens, dans les ministères des Affaires étrangères, et peut-être plus encore dans les ministères de la Défense, commencent à prendre conscience de l'ampleur de la crise militaire en Ukraine même. Et elles tentent désormais, de manière frénétique, de contacter les Russes par toutes sortes d'intermédiaires étranges. Des diplomates, d'anciens diplomates, des responsables militaires, le président Lula du Brésil, ou dans le cas des Américains, au final des hommes d'affaires comme Witkoff et Kushner. Rien de tout cela ne remplace une action diplomatique cohérente. Et à ce stade, rien de tout cela n'a la moindre chance d'aboutir, compte tenu de l'extrême méfiance que les Russes éprouvent désormais envers l'Occident. À moins que l'Occident ne soit prêt à dire clairement, dès le départ, qu'il est disposé à examiner les préoccupations stratégiques de la Russie. Et je dois dire que je suis de plus en plus d'accord avec des gens comme le Commodore Steve Jeremy, ancien de la Royal Navy britannique, qui estime que, pour parvenir à une forme d'entente avec les Russes, il faut accepter de rouvrir l'ensemble de la question. Pas seulement celle de l'Ukraine, mais celle de toute l'architecture de sécurité en Europe.
but of the whole security architecture in Europe. The chances of the Europeans and of the Americans. Les chances que les Européens et les Américains se rallient à quelque chose de ce genre, je les estime nulles. Ce qui signifie évidemment que la guerre sur les champs de bataille ukrainiens va se poursuivre. Au cours des 2 dernières heures, nous avons reçu davantage d'informations sur l'état de la guerre. Et je vais à nouveau me tourner vers Events in Ukraine, ce site Substack, qui est, à mes yeux, brillant et qui a abordé avec tant de force et d'émotion dans de nombreuses émissions la situation en Ukraine et en réalité la manière désastreuse dont elle évolue. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, Events in Ukraine a publié un nouvel article. Il affirme que le manque d'effectifs est si grave que les soldats ukrainiens en position sur la ligne de front doivent boire leur urine pour survivre. Eh bien, je ne peux pas nécessairement le confirmer, mais c'est apparemment ce que disent certains soldats ukrainiens dans une vidéo. Non seulement il n'y a pas assez de troupes pour les remplacer, mais il est extrêmement dangereux de procéder à une relève à cause des drones russes. Ensuite, il s'adresse à celui qu'il considère comme le meilleur de tous les blogueurs militaires ukrainiens, un soldat apparemment en service appelé Muchnoy Zhuzhend. Je dois dire que j'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse réellement être soldat. Je dis ça comme ça. Il est extrêmement prolifique, en tout cas. Mais regardez ce qu'a dit Muchnoy Zhuzhend dans un message publié il y a seulement 3 jours, le 11 août. Et voici ces mots, tels qu'ils sont maintenant traduits par Events in Ukraine. J'ai peur de vous écrire quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis désolé, mais c'est tout simplement l'enfer. La situation est si difficile et si tendue que je ne veux même pas essayer de trouver les mots justes ni faire semblant que tout est sous contrôle. Trop de problèmes se sont accumulés en même temps ces derniers temps et nous en voyons maintenant les conséquences. Je ne veux pas alarmer les gens inutilement, mais je ne veux pas non plus cacher l'évidence. La situation est grave, très grave. En fait, puis-je simplement dire que Muchnoy Zhuzhend emploie un langage plutôt plus cru. Ses publications ne sont pas truffées de grossièreté, mais on en trouve assurément. Et bon, je n'aime pas répéter les grossièretés, mais allez sur Events in Ukraine, le site Substack, et lisez vous-même ce qu'il dit. Vous y trouverez tout clairement exposé. Et pour l'essentiel, le tableau que dresse ce blogueur ukrainien est celui que vous avez déjà entendu sur cette chaîne. La situation devient extrêmement difficile. Muchnoy Zhuzhend est tout aussi sceptique que moi, voire davantage, face à l'annonce triomphale de Zelensky d'une grande victoire dans le nord de la région de Zaporojie, ou, plus exactement peut-être, dans le sud de la région de Dnipropetrovsk. En fait, je devrais dire qu'hier, le journal russe, que je considère personnellement fiable à environ 70 à 80%, a affirmé que, loin d'une offensive ukrainienne réussie dans cette zone, les Russes auraient en réalité encerclé les Ukrainiens. Bon, qui peut le savoir? Comme je l'ai dit, je ne suis pas sur place. Mais Muchnoy Zhuzhend souligne que les villages dont Zelensky affirme que les Ukrainiens se sont emparés sont de tout petits endroits. Certains de ces villages n'auraient même pas été pris du tout, mais seraient, selon ces termes, disputés. Autrement dit, ils sont toujours sous contrôle russe. Et cette zone du front, comme le dit aussi Scott Ritter, cette zone du front de la ligne de contact est pratiquement la moins importante. Ailleurs, il décrit une situation très similaire à celle que je décris moi-même. Au nord, les Russes exercent désormais une très forte pression sur Nikolaïevka et sur la centrale thermique de Slaviansk. J'ai entendu dire que des combats se déroulent en réalité à Nikolaïevka pour s'emparer de cet important village fortifié. Muchnoy Zhuzhend estime que les Russes sont toujours à l'extérieur, mais il reconnaît que la situation se détériore.
He believes that if this village Il estime que si ce village est pris par les Russes, alors Sloviansk est, pour l'essentiel, perdu. À contre-cœur, et à l'encontre de la ligne officielle des autorités ukrainiennes, il reconnaît que Kostiantynivka a été prise par les Russes. Il n'y a absolument aucun doute, et je le dis en toute confiance. Kostiantynivka est solidement sous contrôle russe. Et il décrit une situation désastreuse à laquelle les Ukrainiens sont confrontés à Drushkivka, juste au sud de Kramatorsk. just south of Kramatorsk. He points out that the Russians are now close. Il souligne que les Russes sont désormais près d'encercler Drushkivka elle-même sur 3 côtés. Ils ont réalisé d'importantes avancées dans le territoire à l'ouest de Chassiv Yar et à l'est de Konstantinovka et de Kramatorsk. Cela signifie essentiellement qu'ils contrôlent le territoire à l'est de Drushkivka et d'Alexeyevo-Drushkivka. Il met aussi en avant les avancées récentes, au cours desquelles les Russes ont commencé à prendre, ou dans certains cas à reprendre, une série de villages importants, juste à l'ouest de Drushkivka et d'Alexeyevo-Drushkivka. Ce sont certains des mêmes villages, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, lors de l'offensive russe dans le sud en août 2025, au plus fort des combats pour Pokrovsk. À ce moment-là, les Russes avaient pris 2 villages importants au nord-est de Pokrovsk, Zoloty Kolodiaz et Kucherov Yar. Zoloty Kolodiaz and Kucherov Yar. For the moment, they are both still. Pour le moment, elles sont toutes les deux encore sous contrôle russe. Mais les Russes ont désormais capturé toutes sortes de villages, comme Toretskoye, Petrivka, Novomikhailivka, juste à l'est de ces 2 localités. Et il semble que les Russes vont bientôt reprendre le contrôle de tous ces villages, créant une vaste zone de percée russe, une grande étendue de territoire sous contrôle russe entre Dobropilia, qui, encore une fois, selon Mushno Yeven et Events in Ukraine, est actuellement prise d'assaut, et Drushkivka, ainsi qu'Olexievo-Drushkivka. Dans cette dernière ville, les Russes sont également présents, et elle est elle aussi en cours d'assaut. Le tableau est désastreux, et Mushno Yeven dit moins de choses sur la situation à Zaporozhye. About the situation in Zaporozhye, he disputes the presence of the Russians in Orekhov. Il conteste la présence des Russes à Orikhiv. Il dit qu'ils sont bien entrés dans Orikhiv, mais qu'ils ont ensuite été repoussés. Moi, je pense au contraire que les Russes ont en réalité étendu leur zone de contrôle autour d'Orikhiv. Et ils semblent aussi progresser depuis l'ouest d'Orikhiv, en direction de la dernière route de ravitaillement encore ouverte vers Orikhiv, depuis la ville même de Zaporizhia. Toutes ces routes doivent désormais être étroitement surveillées par les drones russes. Et de toute façon, tout cela se déroule tout le long de la ligne de front. Et on peut voir que la situation ne cesse de s'assombrir. We can see that the situation is steadily becoming bleaker. Now, events in Ukraine makes the same. Or, les événements en Ukraine confirment le même point que celui que j'ai avancé et que plusieurs autres personnes ont avancé. Il fut un temps, encore il y a 1 an, au moment du sommet américano-russe en Alaska, où les Russes auraient probablement été satisfaits si les Ukrainiens s'étaient retirés du Donbass et des 2 autres régions contestées, Zaporizhia et Kherson. Et c'est apparemment ce qui a été discuté entre Trump et Poutine en Alaska, ainsi que l'accord qui y aurait été conclu. Les Russes auraient accepté qu'en échange, ils se retirent de la région de Kharkiv et de la région de Sumy. Depuis, la présence russe dans les régions de Kharkiv et de Sumy s'est considérablement étendue. Has expanded considerably. There is a report in the Russian news agency TASS. Un article de l'agence de presse russe TASS affirme que la situation dans la région de Sumy est désormais devenue si mauvaise et que les Ukrainiens manquent tellement de réserves qu'ils ont dû retirer des troupes du Donbass, la principale zone de combat, pour tenter de tenir leur position dans la région de Sumy. Bon, peut-être. Comme je l'ai dit, encore une fois, je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue. Mais le fait est que c'est ce que les Russes auraient accepté l'année dernière. L'an dernier, ils ne contrôlaient pas autant de territoire dans les régions de Kharkiv et de Sumy.
dans la région de Kharkiv, après la chute de Bellikolodiaz, puis celle, assez prochaine, de Veliki Burluk, au sud de Bellikolodiaz, et après la prise de Kupiansk et la consolidation russe autour de Kupiansk. And the Russian consolidation around Kupiansk. It looks like all of eastern. Il semble que toute la partie orientale de la région de Kharkov va bientôt passer sous contrôle russe. Cela représente environ un quart de l'ensemble de la région. Les Russes se rapprocheraient ainsi d'un encerclement de la ville de Kharkov elle-même et d'une possible reprise des villes d'Izium et de Balakleia, que les Ukrainiens avaient réussi à reprendre de manière très médiatisée lors de leur contre-offensive de l'automne 2022. Les Russes disent donc désormais qu'ils ne sont pas prêts à se retirer des régions de Kharkov et de Soumy. Selon Reuters, ils ont communiqué cette information aux Américains, et je pense que c'est vrai. Et Events in Ukraine, comme moi, estiment que même lorsque l'ensemble du Donbass sera passé sous contrôle russe, cela ne mettra pas fin à la guerre. Even then, that will not result in the ending of the war. The Russians, having captured Les Russes, après avoir pris les villes fortifiées, la ligne fortifiée du Donbass, après avoir obtenu une marge de manœuvre opérationnelle, vont presque certainement poursuivre leur avance et l'accélérer. Et j'ai remarqué que le Commodore Jeremy, dans son article auquel je faisais référence tout à l'heure, pense la même chose. Lui aussi semble croire que tant que les combats restent concentrés sur le Donbass, sur la prise des villes fortifiées, cela doit, par définition, être une guerre de siège, donc quelque chose de graduel, par étapes. Mais ça ne va pas continuer ainsi encore très très longtemps. Une fois que les villes du Donbass seront tombées, les Russes auront toutes les raisons d'accélérer davantage et plus vite encore. Voilà, je dis tout cela depuis le début. So, there it is. I've been saying all of this. It's becoming clear to me. Il devient clair pour moi que de plus en plus de gens en Occident, plutôt à la périphérie des gouvernements occidentaux que parmi leurs dirigeants, commencent à comprendre une partie de tout cela. On voit des gens comme Jack Watling, l'amiral Lord West, parler du déséquilibre des forces. On commence à entendre des reconnaissances, certes réticentes, de la très mauvaise situation dans le Donbass et sur les lignes de front, ainsi que de la crise générale que connaît l'Ukraine dans le ciel et des bombardements qu'elle subit chaque jour depuis les airs. Et d'ailleurs, cela continue. Aujourd'hui, le ministère russe de la Défense a publié de nouveaux rapports faisant état de positions supplémentaires frappées dans la région d'Odessa, de nouvelles locomotives ukrainiennes détruites et de nouveaux sites touchés à travers l'Ukraine par ses missiles et ses drones. Et il est important de se rappeler que chaque jour, l'armée de l'air russe, avec ses bombardiers Sukhoi 34, reste très active au-dessus des champs de bataille. Elle largue ses bombes FAB sur les soldats ukrainiens, des bombes capables d'infliger des dégâts considérables. Et les Russes disposent désormais de bombes FAB dont la portée a été augmentée grâce à des moteurs à réaction, ce qui leur permet de frapper des cibles bien au-delà de l'arrière des Ukrainiens, avec un effet dévastateur. Hier, j'ai parlé du fait que les Russes semblent mettre davantage en service d'avions AWACS A-50 Beryv, vraisemblablement surtout pour suivre les drones ukrainiens qui tentent d'entrer en Russie. Mais j'ai aussi souligné, dans des émissions bien plus anciennes, qu'à un moment de la guerre, les Russes faisaient voler leurs avions AWACS au-dessus d'un espace aérien contesté en Ukraine. Ces avions AWACS opéraient en combinaison avec des batteries de missiles solaires à longue portée basées au sol, les batteries S-400, ainsi qu'avec des chasseurs russes, des MiG-31, des Sukhoi 57 et des Sukhoi 35, utilisant des missiles R-37M à très longue portée. Sukhoi 57s and Sukhoi 35s operating very long range R-37M missiles, which have much longer ranges than
qui ont une portée bien plus longue que les missiles RR occidentaux. Il y a eu une période où les Russes semblaient abattre des avions ukrainiens depuis les airs en nombre extraordinairement élevé. Les Russes semblent ensuite avoir perdu un avion de détection et de commandement aéroporté A-50 à la suite d'une frappe de missiles ukrainienne et avoir retiré leurs appareils A-50 Beriev. À ce moment-là, ils n'en avaient apparemment que 7. Mais les chiffres augmentent désormais, comme je l'ai expliqué dans mon émission hier. Qui peut dire qu'ils ne vont pas recommencer à les utiliser dans un rôle RR pour traquer les avions de chasse ukrainiens? Les F-16, semble-t-il, voient leurs cellules s'user à cause de leur utilisation constante pour tenter d'abattre des drones russes Geran. Qui peut dire que les F-16 ne devront pas bientôt faire face à des attaques de chasseurs russes tirant des missiles à très longue portée depuis des centaines de kilomètres, guidés vers leur cible, les F-16, par ces très puissants avions russes de détection et de commandement, les AWACS. Donc, la situation se dégrade sans cesse. Dobropilya, Druzhkivka, Orekov sont désormais disputés. Liman est probablement déjà sous contrôle russe. Les Russes sont sur le point d'occuper toute la région du nord-est de Kharkov et encerclent progressivement la ville de Sumy. Et l'économie ukrainienne est durement frappée, brisée et massivement détruite. Elle a de plus en plus de mal à soutenir la guerre. Eh bien, Zelensky n'a pas seulement demandé aux Russes un cessez-le-feu en mer Noire, une proposition que les Russes ont bien sûr refusée. Zelensky a aussi accordé à CNN l'une des interviews les plus étranges, à mon avis, qu'il ait donnée jusqu'à présent. Il a dit que tout ce dont l'Ukraine avait besoin pour passer l'hiver, c'était de 5% du stock américain de missiles. Si Jack Watling et beaucoup d'autres ont raison de dire que les États-Unis ne disposent que de 800 missiles intercepteurs Patriot, dont 240 PAC-2, je précise, si c'est exact, alors, sur ces 800 missiles, ce que Zelensky demanderait, semble-t-il, ce serait 5% du total, soit seulement 40 missiles. Or, Jack Watling nous dit qu'il faut 2 à 3 missiles intercepteurs pour abattre un missile balistique. Les Russes produisent 750 missiles Iskander par an. En fait, les Ukrainiens nous disent que les chiffres sont plus élevés. Ils estiment que la production de missiles Iskander est désormais de 120 par mois, ce qui signifie que les Russes produisent environ 1400 de ces missiles par an. Bon, faites le calcul. Combien de ces missiles, 40 missiles patriotes, pourraient-ils abattre s'il en faut 2 ou 3 pour en détruire un seul? Sans même parler des 17, dont, selon le docteur Watling, il a fallu disposer pour abattre un seul missile iranien. Combien de ces missiles russes, seulement 40 patriotes, pourraient-ils réellement abattre? C'est le calcul de la fantaisie. Et Zelensky, bien sûr, réclame cela parce qu'il sait parfaitement que s'il obtient ces 40 missiles, il sera en meilleure position pour en demander encore davantage et les obtenir. Comme je l'ai dit dans de nombreuses émissions, au fond, peu lui importe qu'à la fin du processus, les États-Unis et l'Occident se retrouvent sans missiles de défense aérienne. Parce qu'avec son sentiment colossal de tout lui être dû, il pense qu'on devrait tous les lui donner. Enfin, c'est essentiellement ce qu'il a dit. Donc voilà, c'est vraiment son plan de jeu. Mais malgré tout, c'est intéressant. C'est une demande extraordinaire, bizarre, et que, comme d'habitude, l'intervieweur de CNN ne lui a pas contesté. Et puis, Zelensky a également dit qu'à défaut de missiles patriotes, il cherchait toutes sortes de choses que l'Occident pourrait fournir et qui pourraient aider l'Ukraine dans ce type de situation. Et d'ailleurs, il cherche aussi ce que l'Ukraine pourrait donner à l'Occident.
On frémit à l'idée de savoir quelle nouvelle exploitation de son pays Zelensky envisage pour maintenir la guerre. Quelle nouvelle exploitation de son pays il peut inventer pour soudoyer l'Occident afin qu'il maintienne la guerre. Mais c'est ainsi que Zelensky semble raisonner. Et mon très bon ami, Ian Prout, sur son site et sa chaîne YouTube indispensable, The Peacemonger, en donne l'explication. Il le fait à partir d'un entretien qu'il a eu avec une journaliste ukrainienne, réfugiée de guerre, Marta Gavrishko, universitaire, qui décrit une réalité dans l'Ukraine d'aujourd'hui que, comme le dit Ian Prout, les médias occidentaux préfèrent ignorer. La guerre ne porte plus sur le territoire ni sur la victoire. Elle est devenue une entreprise extrêmement lucrative pour une élite restreinte gravitant autour de Zelensky. Contrats de défense, accords énergétiques, aide occidentale, l'argent remonte pendant que les corps s'accumulent. La corruption n'est pas un effet secondaire, c'est le système d'exploitation. Les Ukrainiens ordinaires, surtout les pauvres, la classe ouvrière, les russophones, sont traités comme de la matière première. Des hommes sont arrachés à la rue, battus dans les centres de recrutement, déclarés aptes, même lorsqu'ils pèsent 200 kilos, et comprennent à peine qu'une guerre est en cours. Certains meurent avant même d'atteindre le front. Les familles reçoivent un appel téléphonique et un corps est laissé devant un immeuble. Ce n'est pas du patriotisme, c'est une mise au rebut industrialisée. Et il poursuit en disant que Marta Gavrishko qualifie cela de déconnexion délibérée de la réalité, conçue pour maintenir la machine en marche. Et Ian Prout dit que le plus glaçant, c'est la prise de conscience silencieuse que les vies ukrainiennes ne comptent tout simplement pas de la même manière dans les calculs de ceux qui mènent cette guerre à distance, en toute sécurité. Des responsables politiques et des commentateurs occidentaux réclament davantage de morts russes. En fait, il y a eu un incident troublant lorsqu'un journaliste allemand a dit, ou plutôt a demandé à Zelensky, qui était en déplacement en Serbie, lors d'une conférence de presse avec le président serbe Vučić. Enfin, ce journaliste allemand a semblé demander à Zelensky comment l'Allemagne pourrait-elle aider l'Ukraine à tuer davantage de Russes. Il est effectivement revenu sur ses propos, et très rapidement. Il a dit que bien sûr ce qu'il voulait dire, c'était des soldats allemands. Mais l'effet de ses premières paroles a, disons-le, résonné dans tout le monde russophone. Bref, pour revenir à ce que dit Ian Prout, les responsables politiques et les commentateurs occidentaux réclament davantage de morts russes, tout en montrant peu d'intérêt pour les veuves, les enfants sans père, les soldats traumatisés ou les mères qui attendent encore des fils qui ne rentreront jamais à la maison. Les Ukrainiens ont été transformés en instruments. Leurs morts sont des statistiques, leurs souffrances un bruit de fond. Eh bien, je suis d'accord. Et toutes ces timides ouvertures diplomatiques dont on entend parler de la part de l'Occident envers les Russes. S'ils ne prennent pas en compte cette réalité, ils sont certains d'échouer. Ils ne seront pas pris au sérieux à Moscou. Et pour le dire franchement, ils ne devraient être pris au sérieux nulle part ailleurs. C'est ici que je vais conclure l'émission d'aujourd'hui. Je vous le rappelle encore une fois, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en passant par notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. More from me soon. Have a very good day.